Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, le congé menstruel en Espagne, des distributeurs de protection périodique dans les universités, la notion de précarité menstruelle qui entre régulièrement dans l'actualité. On parle des règles aujourd'hui avec Aline Boeuf. Elle leur consacre un ouvrage extrêmement instructif. L'Anti-Sèche de Brandon Noiret. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes scolaires. L'actu, c'est l'élection de l'écrivain Amin Malouf comme secrétaire perpétuel de l'Académie française, institution créée en 1635. Brandon retracera son histoire et les programmes auxquels il sera fait référence sont évidemment ceux d'histoire mais également ceux de français. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, une spéciale chat, chiens et poissons rouges. Et oui, c'est la journée internationale des animaux. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec le conseil de famille de Candice Anzel et cette idée un peu contre-intuitive, bouger en étudiant, vous verrez, on apprend mieux. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, temps oral. On brise un tabou aujourd'hui dans la quotidienne, du moins on essaye ou on contribue. Ce tabou, c'est celui des règles. On va le faire avec la chercheuse Aline Boeuf, chargée de recherche à l'Université de Genève. Elle publie aux éditions 41 un ouvrage qui est le fruit d'une enquête de 3 ans. Elle l'a essentiellement mené dans le monde professionnel, mais elle nous concerne beaucoup ici à School TV parce que les règles sont une affaire de culture et d'éducation. Aline Boeuf, bonjour. Bonjour. Et ce titre, le titre du livre, c'est justement Briser le tabou des règles. C'est aux éditions 41. Il est ici. C'est parce que c'est tabou qu'il y a une surcouverture. On a voulu représenter le tabou à travers regardez, je vous fais le dévoilement du tabou. Donc zou, hop, et là effectivement, ce qu'on ne veut pas voir. Ça n'a pas plu à tout le monde. C'est vrai ? Non. Parce qu'il y a des personnes qui étaient choquées et ça montrait bien que le tabou était encore bien présent. Bah oui, ça illustre exactement votre propos. Et c'était parfait. Les règles, affaires de culture, dès l'Antiquité, on en parle. Et c'est dès l'Antiquité que se forgent des représentations qui perdurent aujourd'hui encore. Oui, effectivement, on peut le voir encore dans des religions, avec des rites où vraiment les hommes ne doivent pas être en contact avec le sang menstruel parce que ce sang serait toxique, maléfique, aurait des pouvoirs magiques vraiment très puissants. Moi, personnellement, j'attends encore de découvrir ces pouvoirs magiques. mais on voit que oui, il y a un résidu qui reste de ce tabou et qui marque encore le quotidien. Je ne pensais pas seulement aux religions, mais vous citez de mémoire Pline l'Ancien, oui. D'autres. Oui, alors c'était l'idée, mais même chez les Égyptiens. C'est ça. Ouais. Il y avait cette idée que les hommes ne devaient pas être en contact avec un tissu qui aurait été souillé par le sang menstruel pour des questions de santé. Voilà, et déjà un certain nombre d'idées, comme le fait qu'une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche, en les touchant frappe de stérilité les céréales, de mort les grèves, brûle les plants des jardins. Pline l'Ancien, on est au 1er siècle avant Jésus-Christ. Exactement, et même encore au 18e siècle, 19e siècle, les femmes étaient exclues de certaines productions, par exemple le sucre. On leur disait qu'elles allaient faire noircir le sucre, elles étaient interdites de production quand elles avaient leurs règles. Voilà, puis les œufs en neige. Exactement. Ça s'est passé dans la culture populaire. Oui. J'avais entendu sur la mayonnaise, moi aussi. Oui, ben voilà, c'est l'idée, mais en fait, c'est le même principe. Mais bon, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est la notion d'entrer en cuisine. Exactement. Et c'est la notion d'approcher des aliments. En fait, c'est la notion de toxicité. C'est un tabou, dites-vous, ça se définit un tabou. Il y a 3 caractéristiques. Oui, alors... Ça va me prévenir. Quelque chose de dissimulé, je peux vous aider. Merci. Donc on le cache. Oui, dissimulé, ça peut être aussi, ça peut toucher la tribu, donc en fait des personnes qui partagent des mêmes caractéristiques. Donc en fait toutes les femmes seraient atteintes des règles et donc frappées par le tabou. Et sinon ce serait aussi pour les tares physiques. Par exemple un stigmate, donc ce serait une cicatrice et aussi une tare liée à la personnalité, un manque de volonté. Là on peut penser par exemple à l'alcoolisme, à la toxicomanie. Et donc c'est un petit peu pareil finalement dans les imaginaires populaires. L'idée aussi d'une restriction d'activité, c'est pas seulement vous n'irez pas à la cuisine, ça empêche de faire des choses. Oui, par exemple les rapports sexuels ont longtemps été prohibés durant les règles. Ils le sont toujours dans certaines religions d'ailleurs. Dans certaines religions, oui, où il y a un risque de contamination, de toucher quelque chose d'impur. Une femme qui aurait ses règles serait impure. Il y a aussi des mythes comme quoi si une personne a un rapport sexuel pendant ses règles, elle enfantera un enfant roux.
Je ne sais pas si je l'ai mis dans le livre parce que je la trouvais un peu extrême. Enfin, vous l'avez peut-être mise dans le livre, mais elle m'a échappé. Mais elle était un peu extrême, celle-ci. D'accord. Voilà, oui, il y a des mythes vraiment qui vont très loin. On raconte tout ça avec le sourire, c'est pas drôle du tout, parce qu'en fait, ça produit dans la société, dans l'éducation, dans la culture, pour le dire au sens très large du terme, des effets immédiats sur les jeunes filles, au moment, et peut-être même avant d'ailleurs, mais en tout cas au moment où elles ont leurs règles, et ça peut durer très longtemps, qui est un sentiment de honte. Et ça, c'est la première rencontre avec les règles, c'est à la fois un sentiment de bah tiens, je deviens une femme, et en même temps j'ai honte. Oui, il y a un sentiment très ambivalent, et l'événement des règles annonce la fertilité. Tu deviens tu fais partie de l'équipe des femmes, c'est fantastique, tu es fertile, tu vas pouvoir enfanter. Et le cas échéant, si je suis la dernière de la bande, je suis plutôt contente, voilà, parce que je me sentais un peu petite fille exclue. C'est le badge de l'équipe, c'est ça. On rejoint la team, et en fait, en même temps, on a cette honte d'être une femme, parce qu'il va falloir apprendre à contrôler le corps, à contrôler la marque du sang, éviter les taches, apprendre à cacher les règles. Et ça, on va en parler, parce que c'est tout à fait essentiel. En temps cumulé, les périodes de règles représentent 6 années de la vie d'une femme, c'est ce que j'ai appris aussi en lisant votre livre. On continue à en parler avec Aline Boeuf, juste après l'Anti-Sèche, Brandon Warrett. Brandon, bonjour. Bonjour, Emmanuel. En ce 4 octobre, vous avez décidé de nous parler d'une actualité toute récente. Il y a quelques jours, un nouveau secrétaire perpétuel a été élu à l'Académie française, Amin Maalouf. Il succède à Hélène Carrère d'Encausse, disparue le 5 août dernier. Vous en profitez pour revenir sur l'histoire de cette prestigieuse institution qui est confiée à Paris. Effectivement, l'élection de ce nouveau secrétaire perpétuel devait se faire dans un fauteuil, mais c'était beaucoup plus agité que prévu. Alors on a effectivement cet écrivain franco-libanais Amin Maalouf, un prix Goncourt 1993 pour Le Rocher de Tagnos, qui a été élu le 28 septembre dernier. Il était en lice avec un autre cadre de l'Académie française. Oui, Jean-Christophe Ruffin. Effectivement, l'écrivain Jean-Christophe Ruffin. Il l'a emporté 24 voix contre 8. C'est un bon score de rugby, ça. C'est un bon score, effectivement. Alors après son entrée à l'Académie française en 2011, il devient le nouveau patron des Immortels. C'est comme ça qu'on surnomme les académiciens. Ils sont au nombre de 40. Pourquoi Immortels? Parce qu'ils sont élus à vie. Et c'est surtout dû à la devise de l'Académie française, à l'immortalité, non pas l'immortalité des académiciens, mais de la langue française. Et évidemment, cette institution n'est pas toute jeune, comme les Immortels. Ah voilà, fondée en 1635, on le rappelait, voulu, imaginer, créé par Richelieu. Effectivement, il avait besoin d'un outil justement politique pour donner un cadre à la langue française. En 1635, on ne parle pas très bien français en France. Les Bretons parlent breton, dans le sud-est de la France, on parle provençal. Le français, c'est surtout la langue de la cour, la langue du roi, la langue de l'Île-de-France, et c'est tout. Et justement, là, le but, c'était d'unifier la nation française. Il avait aussi entendu dire, le cardinal de Richelieu, qu'un certain nombre, un groupe d'intellectuels discutaient, échangeaient, se donnaient des livres, parlaient littérature. Comme un salon. Effectivement, c'est l'époque des salons qui vont exploser au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle. Avec la langue française, on a le cardinal de Richelieu et le roi Louis XIII qui vont unifier la nation. Et depuis le XVIIIe siècle, on a ces académiciens qui se retrouvent à l'Institut de France, 23 quai Conti, devant le magnifique Pont des Arts à Paris, justement pour parler langue française, parler de ses subtilités, de ses polémiques, de ses débats, bref, une langue qui vit tous les jours. Entre écrivains et sans linguistes, ce qui fait un petit peu bicher les linguistes qui ne sont pas très contents de ça. Et parmi les académiciens, tous les corps de métier néanmoins sont représentés, à part donc les linguistes. Il y a des hommes politiques, des hommes d'église, des médecins, des biologistes, des romanciers, des historiens. Oui, c'est ça le reflet de la société française et la force de cette Académie française. Alors parmi les membres les plus célèbres, on peut citer Victor Hugo, Alexis de Tocqueville, on a aussi, vous avez qui en tête par exemple? Oh, je personne en tête. Fontaine, Racine, par contre, j'ai une anti-sèche. Racine, oui. Corneille, Pasteur. On a aussi Philippe Pétain, qui sera d'ailleurs exclu en 1945, le seul académicien exclu dans l'histoire. Bon, aujourd'hui, parmi les plus connus, on peut citer Éric Orsena, Xavier Darcos, Alain Finkielkraut, on a aussi Pierre Nora ou Sylviane Agacinski. Comment entre-t-on à l'Académie française? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être académicien? Tout le monde ou presque peut devenir académicien. Il faut juste avoir moins de 75 ans. Bon, nous trois, on est contrariés. Pas de problème de nationalité, pas de diplôme, pas de profession en particulier. Bon, évidemment, il faut aimer la langue française, lui vouer un certain amour, pas forcément de couleur ou d'orientation politique également, rien de tout ça. Pour être élu, il faut envoyer une candidature à tous les membres de l'Académie française, surtout au secrétaire perpétuel de cette Académie. Il faut le séduire, il faut le convaincre aussi. Évidemment, oublier les formules plates, veuillez trouver ci-joint mon CV cordialement, ça ne fonctionne pas. Il faut les séduire jusqu'au bout. Et après, une fois par an, les académiciens se réunissent et il faut être élu à la majorité absolue. On a un jeune, en 2013, il avait 13 ans, il a tenté de candidater, il avait reçu une seule voix. Ah, quand même. Pourquoi pas? Oui, il a essayé. Alors évidemment, depuis sa création, cette Académie française n'est pas du tout politique, elle est apolitique. Ça, c'est sa force.
Par contre, pour la parité, on repassera. Il a fallu 345 ans pour qu'une femme soit élue à l'Académie. C'était Marguerite Yourcenar. Effectivement, quelle culture d'Emmanuel. Non, c'est un souvenir. 1980, première femme élue, 11 femmes au total dans son histoire. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 6 avec la mort d'Hélène Carrère-Lancos en août dernier. Quand même, ironie de l'histoire, les immortels, mais aucun immortel n'a été centenaire. Voilà. Oh, elle n'est pas passée loin, Hélène Carrère-Lancos. 94 ans, elle pas très loin, effectivement. Et Marguerite Yourcenar, qui n'est même pas rentrée son vrai nom, qui était Crayoncourt. Effectivement. Merci beaucoup, Brandon, pour cet anti-sèche. L'Académie française 1635 à nos jours. Et Amine Malouf, nouveau secrétaire perpétuel Grand Oral. Selon une étude des hôpitaux universitaires de Genève, 80% des adolescentes souffrent de douleurs au moment des règles, mais seule une minorité consulte à ce sujet. C'est un chiffre que j'ai trouvé dans Briser le tabou des rêves, le livre que publie aux éditions 41 Aline Boeuf. Il y a un personnage qui a un rôle central dans le livre, l'héroïne, c'est la mère. Totalement. La mère, la maman, a un rôle en fait d'éducatrice. De sources d'informations, de personnes ressources pour son enfant, pour lui expliquer ce qui va lui arriver dans quelques temps. Et parfois, les mamans, elles arrivent un peu trop tard. Parce qu'on a aussi des règles un peu plus tôt qu'avant, c'est ça ? Oui, exactement. Donc elles se disent, on va attendre un petit peu, et voilà. Les mamans se disent en général, avant ses 12 ans, j'en discuterai avec ma fille, je lui expliquerai. C'est l'arrivée au collège. Voilà, c'est l'arrivée au collège. Avec le premier téléphone, en fait. Exactement. Tiens, voilà un smartphone, au fait, les règles. Moi, à l'époque, c'était le 3310, voilà. Mais c'était la même question, en fait, quand annoncer à son enfant. Et malheureusement, la situation fait que actuellement, les règles arrivent plus tôt. Parce que probablement des perturbateurs endocriniens qui font que le système hormonal est modifié et perturbé. C'est dans le nom. Et qu'en fait, les jeunes filles ont leurs règles plus tôt et ont parfois peu ou pas d'informations sur le sujet. Et dans ce cas-là, elles peuvent compter sur leurs copines ou leurs grandes sœurs pour avoir des informations. C'est un univers hyper féminin, c'est ça l'histoire aussi. Oui. Et à la fois familial et amical. Oui. Mais au niveau des institutions que tous les enfants et que toutes les jeunes filles croisent, l'école, le monde de la santé, etc., pas grand-chose finalement. Pas grand-chose parce que peu de temps, peu de moyens. À Genève, j'ai pu interroger des maîtresses spécialisées en santé sexuelle et bien-être qui me disent maintenant, depuis quelques années, on fait un effort, on veut parler plus de règles, sauf qu'on a de moins en moins de temps. Donc les règles arrivent, la question des règles arrive parfois les 5 dernières minutes de la séance. Et la séance, en fait, elle a lieu tous les 2 ans. Donc, il ne faut pas se rater. Il ne faut pas se rater parce que probablement que vous allez louper une étudiante ou une élève et qu'on sait que l'information pour qu'elle rentre, que ce soit sur les menstruations, la trigonométrie ou Marguerite Yourcenar, c'est pas 5 minutes tous les 2 ans. Il faut répéter. Il faut répéter. Les livres aussi, vous-même, vous avez replongé, vous avez retrouvé des éditions du Dico des filles. Oui, j'ai commandé sur Vinted. Je ne sais pas si on peut dire des marques. Bon, allez, j'ai commandé en seconde main 2 exemplaires du Dico des filles parce que moi, c'était un objet qui m'avait marqué pendant mes jeunes années et que des participantes à l'enquête avaient mentionné. Et j'ai voulu voir qu'est-ce qui était dit dans ces ouvrages il y a quelques temps, une quinzaine d'années, et il y a 4 ou 5 ans. Et le bilan n'était pas super positif parce qu'on restait sur un discours qui était quand même assez culpabilisant, grosse charge mentale pour les jeunes filles de cacher et d'être pudiques. Il faut cacher, et ça c'est vraiment le premier. Parce que l'école n'aide pas forcément, elle n'informe pas, ou du moins pas assez. En revanche, à l'école, il ne faut pas que ça se sache, il ne faut pas que ça se voit. Et en règle générale, il ne faut pas que ça se voit. Donc non seulement il y a la honte, mais en plus... circuler, il n'y a rien à voir. Bah oui, mais ça crée ça développe des super compétences de dissimulation, ce qui est aussi inquiétant pour des raisons de santé. Si une jeune femme elle a des problèmes, en fait, elle va avoir de la peine à en parler autour des menstruations parce qu'il y a trop de honte qui accompagne cet événement. On voit dans le livre, il me semble que je le mentionne, où des écoles où des éducatrices ont dû demander de mettre en place des poubelles en fait, dans les toilettes parce qu'il n'y avait même pas de poubelles. Et la décision a été d'installer des poubelles seulement à l'étage où les plus âgés de l'école avaient cours.
Ça me questionne, ça questionne d'autres personnes. Et il y a aussi souvent la question des infrastructures, de la maintenance des lieux. Est-ce que les toilettes sont en état, sont ouvertes? Est-ce qu'il y a du papier toilette, de quoi se laver les mains, de l'eau courante, de quoi s'essuyer les mains? Et souvent, ce n'est pas le cas. Et en France, quand on regarde les études sur l'état des sanitaires, notamment dans les collèges, c'est pas toujours brillant. Les enjeux aussi de la précarité menstruelle, le fait de ne pas pouvoir se financer des protections en nombre suffisant, c'est pas juste une question de confort ou de c'est pas agréable de mettre du papier hygiénique au lieu de mettre une protection périodique. C'est des risques monstrueux pour la santé. Oui, totalement. Il y a des risques d'infection, en fait, des risques de mycose et en fait des risques aussi de maintenir trop longtemps aussi en place des protections qui devraient être retirées, avec des gros risques de chocs toxiques en fait qui peuvent mener jusqu'au décès, avec des chocs septiques du sang, avec des amputations parfois, des organes comme les reins qui peuvent être touchés. Il y a vraiment d'énormes conséquences et ça questionne aussi sur qu'est-ce qu'on apprend aux enfants au niveau de la gestion de leur santé sexuelle et gynécologique. La France semblait avoir pris conscience de tout ça, alors bien tardivement parce que c'est au moment de l'université, mais j'allais dire c'est mieux que rien. 1500 distributeurs promis, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. On a combien d'installés? Je crois qu'il y en a moins de 1000. Voilà. Je ne sais plus dans les chiffres exactement. Je crois que vous dites encore moins, vous dites un tiers. Alors en fait, j'espère que depuis que j'ai écrit ce chapitre, vous faites des hypothèses sur les installations. Non, parce qu'en fait, il y avait une nouvelle annonce il y a quelques jours en fait, où ils disaient qu'ils allaient réinstaller de nouvelles choses. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où est passé l'argent et qu'on attend encore l'installation. Bon, il y a quand même un passage un petit peu littéraire, très Académie française dans le livre. C'est toutes les expressions qui sont utilisées au début du XXe siècle. Les Anglais sont arrivés à être indisposés, à avoir le cul en meurette. J'avoue qu'elle m'a beaucoup fait sourire. C'est une spéciale pour les Bourguignons, celle-là. Exactement, ça fait beaucoup rire mes amis parce qu'elles ne savaient pas ce que c'était comme plat. Si vous regardez les œufs en meurette, vous comprendrez. C'est pas hyper ragoûtant, mais, mais c'est local. Aline Boeuf, on se retrouve juste après la récré pour continuer à briser le tabou des règles. Le titre de cet excellent livre aux éditions 41. Brandon Warrett pour l'instant. Et en ce 4 octobre, une récré animalière, je croirais presque au retour d'Emma Guessel, qui était longtemps à votre place et qui était une grande adoratrice des animaux de compagnie. Date à marquer d'une pierre blanche aujourd'hui. Oui, une date qui n'a pas été marquée, justement, qui n'a pas été marquée d'une patte blanche par hasard, puisqu'elle est célébrée, cette journée internationale. Eh oui, la patte blanche. Merci de le signaler quand même. Justement, cette journée est célébrée le jour de la Saint-François d'Assise. Ah oui. C'est le saint patron des animaux, considéré comme l'un des premiers défenseurs de la cause animale. Une journée instaurée en 1931 à Florence, 2 ans après le premier grand congrès pour la défense des animaux, 2 ans plus tôt organisé à Vienne en Autriche. Est-ce que vous avez un animal de compagnie, mon cher Emmanuel? Plus. Vous aviez quoi? Un chat. Un chat. Et vous? Longtemps. J'avais 2 chats. Ah, super, voilà, vous m'aidez bien. Est-ce que vous savez combien il y a d'animaux de compagnie en France? Non, des millions. 80 millions. Ah oui, plus d'animaux de compagnie que d'habitants, effectivement. Et qui sont les plus nombreux? Remarquez, tout le monde fait comme Aline, avoir 2 chats. Remarquez, vous êtes en Suisse, vous ne comptez pas dans les en Suisse. Et qui sont les plus nombreux parmi ces animaux de compagnie? Les chats, non? 2e position, les chats. Les chiens, non? 4e position. Ah, les oiseaux, les poissons rouges. Les oiseaux, 3e position, les poissons, évidemment, c'est ça. C'est le poisson rouge. 26 millions d'oiseaux. Voilà, la culture d'Emmanuel nous étonnera toujours. Alors justement, avec cette journée internationale, c'est l'occasion de parler d'un livre qui vient de sortir. Pourquoi on mange des animaux, écrit premier livre de Nina Mété avec la collaboration d'Alice Chemana pour les illustrations. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre? On apprend beaucoup de choses, beaucoup de questions déjà, et beaucoup de réponses. Alors justement, alors c'est ça qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on touche à tous les points de vue autour des animaux, son histoire, la cause animale, la question de l'éthique. On a aussi un point très important étayé autour de l'environnement. On a aussi l'importance des animaux dans le débat public, chez les politiques également. Et ce qui est intéressant, et c'est ça qui m'a beaucoup plu en tant que passionné d'histoire, c'est que chaque référence, chaque question, chaque réponse est aiguisée justement par un socle historique, avec des références scientifiques. Justement, c'est pas juste un livre qui va poser une question, y répondre avec un point très précis. Là, justement, il y a un début et il y a une fin. On comprend aussi rapidement que le livre a été écrit par une végane. Bon, pourquoi pas? Mais en tout cas, ça reste neutre. On pose pas, il n'y a pas de jugement de valeur. On reste assez neutre. Ça, c'est très intéressant. Et donc, ça vient de sortir chez Actes Sud Jeunesse. Pour quel âge? Alors, ils disent dès l'âge de 9 ans, et en fait, c'est pour tous les âges, petits et grands. On apprend beaucoup de choses. Même moi, même si vous êtes vegan, flexitarien, vous allez adorer. Si vous consommez de la viande, vous n'allez pas détester. Voilà, vous allez apprendre beaucoup de choses.
C'est justement à consommer sans modération chez Actes Sud. Pourquoi on mange des animaux? On vous le conseille, c'est extrêmement sympathique. Vous aviez prévu une autre blague, Brandon? C'était quoi l'autre blague? C'est que c'est pas bête et méchant. Exactement, c'est pas bête et méchant. Voilà, je vous l'ai dit que c'était la blague. C'est le grand stand-upper de la quotidienne. Brandon, merci beaucoup. Pourquoi on mange des animaux? Vous pouvez le lire. Cadeau, Emmanuel. Cadeau? Eh oui. Génial, merci beaucoup. Aline Boeuf. Dans toutes les cultures et à toutes les époques de l'histoire, les menstruations ont porté un caractère magique. Elles ont été perçues soit comme sacrées, soit comme une punition dangereuse et potentiellement source de contamination. Autre citation extraite de Briser le tabou des règles, le livre que publie aux éditions 41 Aline Boeuf. Et on en faisait état en tout début d'émission d'ailleurs de ce phénomène. Dans les mots qui reviennent chez les ados, que vous avez interrogé, parce qu'il y a pas mal de citations dans le... Alors non, d'ailleurs, ce ne sont pas des ados que vous avez interrogés, ce sont des femmes, mais qui se souviennent de leurs premières règles. Il y a quand même panique, traumatisme. Il n'y a pas beaucoup, vous avez rigolé quand même. Non, il y en a certaines. Il y en avait une, je me souviens, c'était la première personne que j'interrogeais qui me disait, moi, ça a été une grande célébration. Moi, j'étais là, ok, on va voir. Et ça a été un peu l'exception. Mais c'est vrai que le mot trauma est revenu souvent. Et cette peur, de cette incompréhension. Il y a même des personnes qui avaient reçu des informations, mais qui ont été surprises que ça leur arrive. Elles n'étaient pas certaines. Parce qu'on parle de sang, on imagine quelque chose de rouge, et la réalité est tout autre. Célébration, dans certaines cultures, on célèbre. Oui, on célèbre. Hier, une personne me disait qu'elle avait fait des crêpes avec sa maman le jour où elle avait eu ses règles. Et il y a d'autres éléments que j'ai découverts au fur et à mesure, même après la fin de mon manuscrit. Il y a aussi une claque qui est donnée dans certaines régions de France une fois qu'on a ses règles. C'est un genre de célébration. Oui, voilà. Mais oui, il y a une personne qui disait que ça avait été une grande fête, des personnes qui ont reçu des fleurs, qui ont reçu un cadeau, les grands-mamans ont été appelées. Et je pensais à d'autres cultures aussi, où il y a des rituels d'accompagnement du passage de sortie de l'adolescence et qui sont des rituels festifs. Oui, totalement, où vraiment il y a une célébration, il y a des cadeaux qui sont reçus, il y a une fête vraiment, des personnes qui sont reçues à la maison, et on va célébrer et se dire que c'est un grand moment, on passe vers l'âge de la fertilité, l'âge de la femme. Est-ce que pensez-vous que ça peut devenir quelque chose de positif? Vous citez un certain nombre de hashtags vers la fin du bouquin, comme period positive ou happy to bleed, ça c'est en Inde, ou encore periods are not an insult aux États-Unis. Alors, est-ce que ça a besoin que ce soit quelque chose de positif? Je ne sais pas, moi j'aimerais bien que ce soit quelque chose de neutre plutôt. Comme tout plein des événements physiologiques qui nous arrivent. Mais en fait, vu que c'est un événement qui est plus que physiologique, qui est un événement social, il porte beaucoup de choses. Et je pense que dans une société patriarcale où il y a encore beaucoup de violences faites contre les femmes, les règles sont un peu une sorte d'étiquette négative pour le moment, dont on a de la peine à se débarrasser. Société patriarcale, singulièrement à la NASA. Vous rapportez une anecdote. Alors vous dites assez connue, je ne la connaissais pas, quand il a fallu préparer les bagages de Sally Ride qui s'apprêtait à prendre la navette spatiale. Exactement, et pendant une réunion de préparation, on demande à cet astronaute est-ce que 100, c'est le bon nombre. Alors qu'elle partait une semaine, quoi. Oui, elle partait quelques jours dans l'espace. Est-ce que 100 tampons, c'est le bon nombre? C'est le bon nombre. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup, parce que c'est même pas est-ce que ça va suffire, c'est en anglais, c'est est-ce que c'est le bon nombre? C'est que l'ingénieur n'a clairement aucune idée. Et c'est un ingénieur qui pose la question et je trouve ça fantastique. Ça passe par les mentalités, de briser le tabou, ça passe aussi par des dispositions juridiques, ça passe aussi par de l'accès à la santé. Ça, vous le racontez très bien, parce que les mentalités, c'est compliqué à changer. Changer la loi, donner des moyens aux institutions de santé, ça, c'est possible. Oui, c'est totalement possible. Et il y a plusieurs éléments, plusieurs branches qui peuvent être activées. Dans le monde professionnel, et aussi, finalement, on pourrait aussi l'appliquer à l'école, c'est le congé menstruel qui pourrait être imaginé. Il y a 2 projets de loi qui ont été déposés à l'Assemblée nationale ces derniers mois, qui sont en train d'être étudiés. Donc on croise les doigts pour, même si ça n'aboutit pas, que ça fasse réfléchir. Et pour les moyens, il y a aussi la formation des soignants, pour qu'ils proposent des solutions diverses, vraiment plus diverses, pour gérer les douleurs menstruelles. Aline Boeuf, merci beaucoup. Briser le tabou des règles, c'est aux éditions 41. Je l'ai lu avec énormément d'intérêt. C'est un livre, d'ailleurs, il y a un petit moment où vous dites, si vous êtes un homme, cochez une case. Et alors, dans la case, il y a si vous êtes un mari ou si vous êtes un père. Le cas des deux, c'est pour vous aussi. Et puis, si vous êtes ingénieur à la NASA... et que vous vous apprêtez à envoyer une femme dans l'espace, c'est pas mal de lire. Brandon, merci beaucoup. Merci. Aline, vous restez avec nous. On va retrouver Candice Anzel. Candice pour son conseil de famille, une fois par semaine.
Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel, qu'on est toujours ravis de retrouver. Candice, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, une chronique passionnante. Assieds-toi bien, arrête de bouger, ne balance pas, reste assis. Combien de fois j'ai entendu cette phrase et combien sommes-nous aussi à penser que la bonne attitude pour travailler, c'est de rester assis sur une chaise devant un bureau. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre ? Vous allez enquêter. Eh bien non, c'est pas la meilleure façon. Rester assis. Vous êtes comme ça, le scoop d'entrée de jeu. Exactement. Rester assis n'est pas la garantie d'un apprentissage réussi. Il est temps de rompre avec cette idée parce que déjà la créativité et l'apprentissage vont de pair. Et ensuite, parce qu'il existe aujourd'hui en fait de nombreuses assises alternatives qui sont ludiques et dynamiques. Et donc ce serait vraiment dommage de ne pas les utiliser. Ok, mais c'est prouvé scientifiquement que ça favorise les apprentissages de bouger un peu ? Alors c'est prouvé. Il y a eu énormément d'études neuroscientifiques sur le sujet et notamment il y a une étude qui a été menée auprès de 500 enfants aux Pays-Bas qui a démontré en fait que les écoliers qui s'activent et bougent leur corps pendant les mathématiques et l'orthographe, eh bien, ils apprennent plus facilement que ceux qui sont assis sur leur chaise. Pas mal quand même. Pas mal. Il y a des spécialistes également d'ergonomie qui ont parlé de ça et qui font le lien avec ce qui se passe dans le cerveau, c'est ça ? Alors déjà, en vrai, Waldorf et Maria Montessori l'avaient déjà dit, puisqu'ils l'utilisaient. Mais c'est vrai qu'on sait aujourd'hui que le mouvement a un rôle d'activation dans certaines zones du cerveau. Par exemple, le balancement, eh bien, ça permet aux enfants d'activer leur système vestibulaire, donc, qui est situé donc, dans l'oreille interne. Et ça va activer des circuits de mémorisation du cerveau. Et encore plus, la zone du cerveau qui s'active lorsque les enfants bougent, marchent ou courent, eh bien, c'est le cervelet. Alors, c'est lui qui joue aussi un rôle très, très important dans la compréhension du langage, par exemple, l'acquisition du vocabulaire, la réflexion mentale ou même le calcul mental. Ok, donc si on veut apprendre correctement, il ne faut pas rester immobile sur une chaise, il vaut mieux que ça bouge. Mais vous avez des solutions autres que les bêtises que je suis en train de faire ? Oui, il y a d'autres alternatives qui existent. Alors, il y en a pas mal. Il y a même d'ailleurs des classes flexibles qui utilisent maintenant justement différentes assises dynamiques pour stimuler la concentration et favoriser un apprentissage actif. Bon, ça se fait beaucoup au Canada, aux États-Unis. C'est en train de se mettre en place en France, donc c'est une bonne chose. Vous avez des chouchous ? Ouais, j'ai des chouchous, je vous les présente. Toujours des chouchous ? J'ai toujours. Alors, il y a les fidgets. Les fidgets, ce sont des sortes de gros élastiques qu'on va fixer en fait sous la chaise de l'enfant. Alors, c'est idéal pour ceux qui aiment gigoter avec leurs pieds, les faire rebondir ou même étirer leurs jambes. Ça permet de libérer le surplus d'énergie, d'améliorer la concentration et de soulager l'anxiété. Bon, un petit plus. Si jamais vous avez envie de travailler vos fessiers, le jour où vous vous sentez motivé et que vous avez du temps... On pique la chaise au petit. Voilà, bon, c'est-à-dire en vrai jamais. Votre deuxième favori, le tabouret ergonomique. Oui, le tabouret ergonomique. Alors ça, on n'a pas l'habitude de le voir parce que c'est un tabouret qui a une base arrondie. Alors ça fait qu'une fois assis dessus, mais exactement une fois assis dessus, jamais. Génial. Une fois assis dessus, l'enfant, il est constamment en mouvement et on peut varier l'intensité du coup du balancement. Alors c'est pratique parce que l'enfant va pouvoir changer régulièrement de position et il va adopter aussi une posture qui va être plus dynamique et plus tonique. Le petit plus, cette fois, toujours, justement, vous n'allez pas avoir besoin de dire à votre enfant « Arrête de te balancer, on va finir aux urgences avec tes bêtises !» Non, cette fois, c'est fait pour. Donc, il ne peut pas tomber. Il ne peut pas tomber. Le troisième chouchou de Candice aujourd'hui, le vélo stationnaire ou bureau flexible et siège vélo. Oui, on a les deux options. En fait, c'est idéal pour les enfants qui ont la bougeotte. Donc, quand ils sont assis, l'idée, c'est qu'ils vont pédaler tout en travaillant. Donc, ça permet d'avoir une activité physique douce et modérée. Ça lutte contre la sédentarité et en même temps... Ça améliore la concentration. Exactement. C'est ça qui est magique et qui est génial. Enfin, c'est pas du tout magique, ça se passe dans le cerveau, mais bref. Bon, le petit plus, je l'ai vu dans votre to-do list de la rentrée. Vous voulez vous remettre au sport et rester à la maison ? Et ben voilà, la solution toute trouvée. Ça se voit à ce point-là. Allez, un petit dernier, le siège ballon. Oui, le siège ballon. Alors, vous le connaissez forcément. Je l'ai vu au bureau, celui-là. Voilà, si vous avez été chez le kiné, si vous avez fait de la gym ou simplement si vous avez même été en salle d'accouchement. Ouais, j'ai fait ça aussi. L'objectif du ballon dynamique est toujours de proposer donc une assise qui va permettre le mouvement tout en apportant une stimulation vestibulaire. Mais cette fois-ci, elle va être un peu plus marquée avec le rebond. C'est comme un trampoline, en fait. Ouais. On va être en permanence. C'est très bon pour les muscles, tout ça. Alors c'est très abdos, bon, le périnée, ces trucs-là, ça travaille à fond. On va travailler, on va réajuster sa posture en renforçant les muscles posturaux. Donc ils vont être vraiment travaillés en profondeur, donc tout ce qui est dos, fessiers, abdominaux. Et puis pour les mamans, vous pourrez vous en servir pour votre prochaine grossesse. Génial. Alors c'est laquelle votre préférée ? Ah non, mais moi je préfère la... Mais là vous bougez pas. La position comme ça. Là vous bougez pas. Si, je tiens comme ça. Mais là vous risquez de tomber. Mais oui, puis je me fais mal au dos. Donc, mais c'est débile. Mais vous savez pourquoi ?
C'est parce que je n'écoute pas assez vos chroniques. Voilà. Et ben voilà. Maintenant, vous savez, je pense qu'on va changer, qu'on va mettre des ballons partout. Candice, merci beaucoup pour ces réponses qui sont des réponses super concrètes. Et on avait accueilli d'ailleurs un champion de lecture rapide qui nous avait expliqué ici même l'année dernière à quel point un petit mouvement régulier, ça fait fonctionner le cerveau beaucoup mieux. Merci donc Candice, merci à toutes et à tous et notamment à l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission assistée en régie par Emma Frari, Thibaut Goury-Lafont pour le son, Xavier Sanchez pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous retrouvez La Quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. On bouge tous comme ça. Allez, à bientôt. À bientôt.